Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, Xavier Michon, directeur pays et programme des Nations Unies pour le développement. Monsieur Michon, bonjour. Un plaisir de vous accueillir sur Magic 9 ce matin. Oui, bonjour et bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir. Merci aussi de votre disponibilité. Avec vous, nous allons commenter le rapport publié par PNUD et la métamorphose et silencieuse de la jeunesse haïtienne, et un rapport qui dresse le portrait d'une jeunesse haïtienne et malheureusement souvent absente des récits dominants, mais qui constitue selon ce document la principale force de transformation du pays. D'entrée de jeu, le document souligne qu'Haïti possède une population extrêmement jeune. 54% des habitants ont moins de 25 ans et les 15 à 39 ans représentent près de 43% de la population, soit plus de 5 millions de personnes. Une génération qui pourtant évolue dans un contexte marqué par des crises successives, séisme de 2010, pandémie, assassinat du président Moïse, insécurité, fermeture des écoles. Mais malgré toutes ces difficultés, le rapport parle d'une métamorphose silencieuse. Le terme est évocateur, Monsieur Michon. Oui, alors permettez-moi d'introduire le rapport et je vais venir un peu sur le thème évocateur que vous vous référez à silencieuse. Donc, avant tout, c'est un rapport analytique que nous avons produit et je voudrais remercier le groupe Croissance CEDEL pour cette participation. Nous avons développé ce rapport ensemble en analysant des données statistiques, des témoignages, des analyses sectorielles, et ça a été un exercice collectif. On y a mis beaucoup d'enthousiasme, sachant aussi que les données sur la jeunesse sont un défi en termes de les identifier, avoir des données réelles et actualisées. Je veux aussi remercier le gouvernement du Canada qui a appuyé cette initiative et je le dis publiquement. Donc, comme vous l'avez dit, nous portons ce rapport sur la jeunesse de 15 à 39 ans et on parle de 5 millions de personnes. Et comme on dit, c'est une partie importante de la population. Et on a essayé de documenter ce qu'elle fait déjà. Et cela dans des conditions difficiles et surtout dans des conditions que beaucoup de rapports de développement classiques ont de la peine à saisir. Et notre thèse centrale, c'est que Haïti ne souffre pas d'un déficit de potentiel humain. Et on parle de cette jeunesse. Il souffre plutôt du coût accumulé de ne pas l'avoir reconnu à temps. Et donc, ce rapport n'est pas vraiment un rapport d'intention, c'est plutôt un rapport de réalité qu'on a utilisé, pour lequel on a utilisé des données économiques, des témoignages, comme je l'ai dit, des analyses sectorielles, et on essaie de proposer des actions, pas simplement faire un constat, d'où l'idée de proposer des actions sur le court, moyen et long terme, dont je suis certain nous allons parler, pour avoir un élément d'action et j'espère fédérateur de partenariat et d'engagement entre différents acteurs, qu'ils soient publics, privés ou internationaux. En revenant sur la partie que vous avez identifiée, c'est-à-dire pourquoi silencieuse? Justement, parce qu'elle n'a pas toute la visibilité qu'elle mérite, parce que cette jeunesse peut-être n'existe pas comme elle devrait. Et pour cette raison, nous avons opté pour un titre évocateur, sachant que, comme vous le disiez, nous voyons que il y a des jeunes haïtiens qui créent, qui innovent, qui s'organisent, et surtout dans des conditions, et que l'on connaît tous, dans lesquelles la plupart des entrepreneurs du monde ne supporteraient pas. Et donc, malgré cette complexité, ils ont du succès. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant et célébrer. Et je me permets quelques données, et ensuite on passera aux prochaines questions. 35% des entreprises haïtiennes, aujourd'hui, appartiennent à des entrepreneurs qui ont moins de 35 ans. Nous sommes dans un pays aussi, leur parlant d'éléments de potentialité, où nous avons un taux de pénétration du mobile, qui, comme on sait, lorsqu'il y a de pénétration mobile, il y a des services financiers via les fintech et d'autres institutions qui travaillent dans ce domaine, qui participent. Nous avons une pénétration de 83%. Et nous voyons aussi beaucoup de solutions, justement, aux fintech qui s'adaptent sans infrastructure bancaire. Nous voyons des plateformes éducatives sans école. Et donc, tout ça pour dire que, malgré cette conjoncture, il y a des histoires à succès. Des jeunes qui, justement, bâtissent, construisent, se projettent, ont des visions. Et cette métamorphose, comme nous le disons, elle est réelle, mais elle est justement silencieuse. Et ce que nous voulions aujourd'hui,
c'est donner un regard différent et proposer des instruments. Mais qu'est-ce qui expliquerait cette métamorphose, puisque les conditions structurantes ne sont pas évidentes, mais malgré tout, cette jeunesse a pu tenir et elle a pu quand même innover, elle a pu garder le cap et réaliser des choses. Qu'est-ce qui selon vous pourrait expliquer cette métamorphose? Avant tout, c'est une reconnaissance que nous avons une jeunesse persistante, entrepreneur, créative, et qui aujourd'hui a une qualité que c'est s'adapter à des conditions contraignantes. Et ça, il faut le reconnaître. Deuxièmement, c'est un message général disant si l'on apportait plus d'attention à la jeunesse, et nous voyons que plusieurs pays ont profité de leur dividende démographique, soit une pyramide d'âge avec une jeunesse qui est à la base, qui est importante, pour y investir. Ça a un effet direct sur le développement économique, et plusieurs pays en ont profité. Je peux citer le Rwanda, je peux citer la Corée du Sud. Et donc, il y a certaines études qui indiquent qu'on pourrait générer 1,5 point de produit intérieur brut supplémentaire si cette population était mieux intégrée dans le marché du travail. Cela est important. Donc aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est avoir un autre regard, et que pour que les politiques publiques, les acteurs aussi privés, aient justement cette conscience de cette réalité et aient dans la jeunesse une conscience qui a un effet de levier et aussi un investissement unique à faire en ce moment, parce que cette fenêtre se présente aujourd'hui, elle ne dure que 30 ans, donc c'est aujourd'hui l'opportunité, il faut la prendre. Maintenant, 5 millions de jeunes entre 15 et 39 ans, et c'est ça le chiffre central du document. Et pourquoi tu t'intéresses à cette tranche d'âge et comment Haïti devrait s'appuyer aussi sur cette catégorie de population, sur ce chiffre? Alors, moi, je voudrais peut-être, avant qu'on arrive à ce moment-là, parce que ici, ce qu'on est en train de faire, c'est un autre regard, et aussi changer un peu la lecture et la vision de la jeunesse. Et aujourd'hui, je pense que comme point de départ, il faut démystifier la jeunesse, et il faut déconstruire 3 mythes. Le premier mythe, c'est que la jeunesse n'est pas un problème à contrôler. Et sur ce discours, ou ce narratif, on le trouve souvent dans les discours publics, peut-être dans les approches sécuritaires, ou surtout dans les approches sécuritaires, et dans la manière dont on voit que la jeunesse est souvent absente des espaces de décision. Et cela mérite d'être questionné. La réalité, et on le voit, c'est que c'est l'une des ressources et l'un des potentiels plus importants du pays. Le deuxième mythe, c'est que l'entrepreneuriat jeune se limite à la survie, ce qui n'est pas le cas. Et on voit souvent on considère que ce sont des entreprises informelles, qui sont plutôt des entreprises qui ont des stratégies de subsistance. Et on peut aujourd'hui prouver avec des cas réels que cela est faux, et qu'il y a d'autres propositions qui justement ont du succès. Par exemple, on peut parler des Manitalk, qui ont aujourd'hui plus de 50 000 transactions par mois, qui justement connectent banques et bon money. Nous connaissons tous les histoires à succès de Bange qui forment des milliers de jeunes entrepreneurs, qui a incubé des centaines de projets. Nous voyons aussi Potiwa Pizza, qui aujourd'hui s'est installé aux États-Unis, notamment sur la côte est, dans l'État de New York, et qui continue cette expansion. Donc, pour nous, ces dynamiques sont des exemples que la jeunesse, ce n'est pas simplement de l'entrepreneuriat de survie, mais qu'il y a justement des histoires à succès qu'il faut émuler et sur lesquelles il faut réfléchir de comment justement trouver des éléments communs et des inspirations pour que le reste de la jeunesse en profite. Et aussi, le troisième mythe, c'est que la transformation viendra de l'extérieur. Quand je dis l'extérieur, ça ne veut pas dire l'étranger, mais ça viendra d'autres acteurs, qu'elle est indépendante de ces jeunesses. Et nous pensons, et nous mettons ça à discussion, et ce que l'on veut à travers ce document, c'est aussi mettre sur la table un document qui provoque des réactions, des discussions, et ne doit pas être en faveur simplement, c'est que ces transformations
elle émergera surtout des circuits économiques qui sont construits par la jeunesse elle-même. Cette jeunesse aujourd'hui est beaucoup plus en ligne et naturellement en complémentarité, en collaboration, en alignement avec les appuis de l'État, avec le secteur privé. Mais nous voyons cette jeunesse qui aujourd'hui est très en ligne avec la technologie, qui a une lecture des réalités parce qu'ils sont exposés à l'information, qui parlent plusieurs langues. C'est une jeunesse qui aujourd'hui a un capital énorme à offrir. Donc, nous pensons que notre rôle est aussi comme partenaire technique financier et comme j'avais cité secteur privé et État, c'est plutôt jouer un rôle d'accompagnement et de soutien. Et donc, je pense que ce point de départ est extrêmement important et cela change la donne et permet justement peu d'avoir une relation de partenariat et de visualiser et de mettre en avant ce potentiel qui peut-être, comme je l'ai dit, est aujourd'hui silencieux, sur lequel il y a aujourd'hui une potentialité énorme. Danny? Oui, Robinson? Merci, pardonnez-moi, merci Monsieur Michon d'évoquer ce rapport avec nous. Là, en ce qui concerne le numérique qui est considéré comme un accélérateur, cela fait partie des 6 messages clés qu'il y a dans le résumé exécutif de ce rapport. J'aimerais tout à l'heure évoquer ces 6 messages clés avec vous et l'appel à l'action et les actions spécifiques. Mais je suis très intéressé à aborder avec vous maintenant l'aspect de la formation, de l'enseignement supérieur. Et il y a des chiffres qui sont partagés qui montrent la faible taux de pénétration de l'enseignement supérieur et une disparité entre hommes et femmes. Le volet éducation dans le rapport, vous avez quoi comme message clé à souligner? Alors, commençons pour le thème de hommes-femmes et nous passerons au thème éducation. Donc, nous constatons que moins de 30% des jeunes femmes aujourd'hui, dans la catégorie 20 à 24 ans, ont un emploi en Haïti. Comparons-le avec les hommes dans la même tranche d'âge qui sont aujourd'hui à 50%. Ça fait une grosse différence. Et il faut constater que ce n'est pas une fatalité naturelle. C'est aussi simple que ça. Je pense qu'il y a peut-être un résultat de décisions systémiques qui peuvent être corrigées. Et je ne pense pas que lorsqu'on parle d'une parité stricte, par exemple, pendant les programmes, on recommande par exemple des parités dans les programmes d'appui à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas idéologique, c'est simplement une reconnaissance arithmétique. Les femmes représentent la moitié de la jeunesse haïtienne. C'est aussi simple que ça. Ce sont des acteurs économiques comme le sont les hommes, et les exclure structurellement de l'accès au crédit, de l'accès à la formation professionnelle et technique, d'accès au marché, c'est un choix délibéré de ne mobiliser qu'une moitié de ce potentiel qui est disponible et qui est extrêmement actif. Et nous savons aussi qu'il y a des données empiriques que lorsque les femmes rentrent dans l'entrepreneuriat, ce sont des éléments extrêmement positifs et constructifs dans le tissu économique et social. Donc, nous recommandons dans le domaine économique, et je reviendrai au thème éducatif, un fonds de garantie spécifique pour les jeunes femmes entrepreneurs. Ça, c'est un point. Nous recommandons aussi des incubateurs dédiés. Nous recommandons aussi un réseau de femmes dans des réseaux de business. Nous recommandons aussi des formations techniques STEAM, donc je parle de sciences, de technologie, de mathématiques et ingénierie, dédiées aux femmes. Et donc, là, il y a des éléments pour les induire. Là, on parle déjà de formation professionnelle. Nous avons aussi fait un constat, et si je me permets, j'essaie de retrouver mes notes à ce propos. On en revient, pratiquement ce qu'on est en train de discuter, c'est sur l'employabilité des jeunes, une formation adéquate sur les métiers du futur et leur employabilité. On voit aujourd'hui une transformation du marché du travail au niveau mondial à une vitesse sans précédent, et aussi notamment avec l'avènement de la technologie. Il y a une étude du Future of Jobs, un rapport qui a été publié l'année dernière au Forum économique mondial. Et on dit que d'ici 2030, il y aura 170 millions de nouveaux emplois qui vont être créés dans le monde entier, sachant que 92 millions seront déplacés. Et surtout, et ce que je voudrais dire qui est important, c'est que 39% des compétences clés que l'on connaît aujourd'hui auront changé. Plusieurs personnes pourraient dire,
il faudra s'adapter, c'est un problème. Pour la jeunesse haïtienne, nous considérons que changement est une fenêtre d'opportunité. Et nous identifions 3 voies concrètes qui sont accessibles avec ou sans diplôme universitaire et qui sont aussi compatibles avec l'éducation à distance et le travail à distance. La première, ce sont les certifications numériques en ligne. Qui ne connaît pas les plateformes Google Career, Coursera, etc., qui sont accessibles de n'importe où, n'importe quelle zone qui est connectée du pays, ça c'est un élément fondamental. Donc c'est l'accès aux connaissances par la voie virtuelle. Le deuxième, ce sont les services que l'on peut apporter qui sont exportables. Haïti est le seul pays des Caraïbes qui est capable de servir simultanément les marchés anglophones et francophones. Et ça, c'est un atout, c'est un actif et c'est une constatation. Et cela, justement, grâce à son capital linguistique qui est unique. Donc, pensez à ce que représentent aujourd'hui les marchés de contact externalisés, c'est-à-dire des services que l'on porte depuis, par exemple, d'ici au marché d'Amérique du Nord. Ce marché, aujourd'hui, représente un volume de 97 milliards de dollars. Ça, ce sont des données de 2024. Pour vous donner une idée d'un de vos voisins, la Jamaïque, elle emploie 60 000 personnes dans ce secteur. Donc, une industrie de services qui permet la télécommunication et justement des gens dans des call centers, des service centers qui donnent un apport à des marchés extérieurs. D'où un potentiel important. Nous avons fait, sur la base d'études d'autres, une projection que Haïti pourrait générer jusqu'à 13 000 emplois sur 5 ans dans ce domaine. Et le troisième, c'est ce que nous appelons l'économie d'autres entrepreneurs numériques. C'est-à-dire, nous voyons aujourd'hui des plateformes comme Upwork ou Fiverr, juste pour que vous sachiez, ce sont des plateformes qui permettent à des freelancers qui peuvent se contacter avec leurs clients. Donc, ce sont des soutiens à des freelancers, donc des jeunes haïtiens qui proposent leurs services et qui se connectent via ces plateformes avec des intermédiaires. Ça permettrait à un jeune à Pétionville d'offrir ses services à Londres, à Montréal, ou à Kingston, pour ne pas dire, sans un capital de démarrage. Et ce que nous voulons mettre en avant, c'est justement, considérant que les compétences de la jeunesse haïtienne ont été forgées, et il faut le reconnaître, dans l'adversité, dans la complexité, et malgré cela, on voit des histoires à succès, de la résilience, de la créativité, justement sous cette contrainte, et une capacité de s'adapter, de construire, justement, avec des difficultés de structure, de structure, ce sont justement ces capacités que le Forum économique mondial identifie comme les plus recherchées d'ici 2030. Donc, cette capacité de s'adapter, d'être créatif malgré l'adversité, ce sont des capacités inhérentes à la jeunesse haïtienne. Et ça, ce sont des facteurs de positionnement de cette jeunesse dans un marché du travail international. Donc, ces compétences, si je me permettais, elles ne figurent dans aucun diplôme, mais elles sont construites dans la vie réelle. Et cette vie réelle fait que les jeunes haïtiens, aujourd'hui, en disposent. J'ai bien apprécié votre réponse sur les compétences acquises et la capacité d'intégrer des tissus productifs et de fournir des services. Néanmoins, il y a, Monsieur Michon, vous le considérez probablement, des problèmes structurels évidents qu'il faut aborder. D'abord, restons dans l'éducation. L'offre publique d'éducation est en deçà de 15%. Nous sommes d'accord. Ce qui constitue un frein très important, et ces dernières années, à cause de la violence débridée, l'école, l'enseignement dans sa globalité est en crise. Dans le rapport, vous évoquez la crise éducative 2024-2025 et vous dites que la réalité en 2025 est autrement en plus trouble, et vous partagez des chiffres sur les destructions d'écoles. C'est pratiquement apocalyptique. Déjà qu'on n'avait pas assez, et maintenant qu'il y a cette destruction à cette échelle-là. Et quand on parle aussi
ou quand on considère aussi les institutions d'enseignement supérieur, là, nous avons une carence importante et il y a un peu plus de 10 ans, on a partagé ces chiffres en termes d'exode des cerveaux haïtiens. Autour de 90% des diplômés de premier cycle haïtiens se sont expatriés de force. La violence à la recherche d'opportunités, ce sont des freins et c'est un pays aussi en termes de gouvernance, en termes de développement de stratégie pays pour développer les capacités et créer de l'emploi. Il n'y a pas de politique d'emploi en Haïti. Maintenant, ce sont autant de freins et j'ai bien aimé votre approche en disant en dépit d'eux, il y a des opportunités. Mais si nous abordons les freins au niveau éducatif, qu'est-ce qu'il faudrait comme stratégie nationale pour permettre la massification de l'accès, la qualité de l'accès, la connexion des forces, de la force de travail des entreprises avec les jeunes et les compétences. Comment être stratégique et est-ce qu'il y a une incitation, un message à passer aussi aux capitaines d'entreprise, aux associations patronales et à ce niveau, monsieur Michel? Alors, dans le rapport n'est pas censé simplement proposer, mais aussi nous avons une dose de réalisme. Et lorsque nous proposons les actions qui en découlent, que ce sont des actions que nous proposons pour passer à l'action. Allô? Oui. Oui, je vous écoute avec intérêt. Oui. Je vous écoute. Nous avons 6 messages clés. Et le premier message, c'est qu'il y a un préalable sécuritaire. Sans stabilisation, dans les zones de conflit, il n'y a aucune stratégie qui pourra se déployer dans le potentiel. Donc, on est totalement conscient que la réalité sécuritaire est fondamentale et évidemment est un frein. Et dans le cas justement d'un retour à une normalité, à la paix, c'est un facilitateur justement de ce développement de cette jeunesse. Donc ça, c'est un point fondamental et je veux être lucide et direct dans ce domaine. Nous parlons aussi de l'autonomisation des femmes et d'autres. Donc, revenons au secteur éducatif. Il est évident que nous regardons... j'arrivais d'abord au thème du secteur privé et ensuite on arriverait pour le secteur privé. Donc, nous considérons qu'il y a 2 choses. Avant tout, cette transformation de l'emploi jeune, elle ne se fera pas seulement avec l'action publique. Et il faut en être conscient. Le secteur privé formel est un partenaire indispensable. Et je répète des choses que tout le monde sait. Et donc, il a des intérêts à s'engager. Et il faut dire que la jeunesse haïtienne, c'est avant tout son principal marché, ses clients et son vivier de talent. D'où un intérêt d'y investir dès maintenant. Donc, nous proposons 3 actions concrètes. De nouveau, un début de réponse, je ne dis pas la réponse à tout, mais un début de réponse, des partenariats entre centres de formation et des entreprises pour aligner le curriculum avec les besoins réels du marché. Ça, c'est des choses qui sont en train de passer, que l'on voit un peu partout, et cette adéquation justement avec les nouvelles technologies, ils font partie. Ensuite, des programmes d'apprentissage et de stage qui permettent aussi aux jeunes d'acquérir une expérience formelle sans attendre un emploi à plein temps avant que ça le soit offert. Je pense que ça fait partie d'un parcours important pour un jeune dans sa compréhension de certaines réalités. Et on ne peut pas parler simplement de jeunes comme employés, insérant une structure dans laquelle ils vont recevoir un salaire, mais aussi comme jeunes entrepreneurs. D'où l'accès au capital est un thème, ou l'accès au financement un thème fondamental. Donc, une sensibilisation sur comment adapter des produits financiers aux jeunes avec une aversion du risque différente, avec des instruments qui peuvent réduire le risque, tels que des garanties, peut-être du capital d'amorçage avec des conditions plus faciles, peut-être des plus petits montants, et justement qui soient adaptés à des processus d'incubation d'entreprise. Donc, on parle de nouvelles entreprises qui sont créées, qui ont un historique bancaire plus réduit. Ce sont des éléments qui valent la peine d'être discutés et sur lesquels développer une série d'instruments qui puissent justement amorcer ces dynamiques est important. Et c'est ce que, à notre avis, en faisant ces investissements, c'est un investissement que le secteur privé récupérera.
en créant de l'emploi, en créant des entreprises, en créant des futurs consommateurs et clients. Donc, ce n'est pas pour nous de la philanthropie, c'est la stratégie. Et en revenant à l'éducation, nous connaissons aussi la situation des finances publiques. Les finances publiques aujourd'hui ont des limitations. Donc, la question aussi, c'est comment augmenter les revenus de l'État. Et c'est une conversation beaucoup plus ample, de façon à ce que des ressources qui aujourd'hui sont priorisées sur des thématiques importantes, sur la sécurité, sur les élections, naturellement sur la santé et l'éducation, puissent aussi être maximisées. Et ça, c'est une conversation que nous pourrons avoir des heures. Donc, une question d'attribution de ressources supplémentaires au-delà de stratégie est un point fondamental. Tout à fait. Maintenant, deux dernières questions et merci de votre disponibilité pour partager, pour verbaliser le contenu de ce rapport et inviter à l'appropriation, à la discussion. Il y a beaucoup de chiffres très évocateurs dans ce rapport, mais quand on parle emploi d'une manière générale, pas nécessairement avec l'angle emploi jeunesse, il y a dans ce rapport une phrase qui résume beaucoup de choses et qui est pour moi une sorte d'appel à l'action et à l'action de tout le pays, du corps social, de toutes les composantes qui sont en capacité de création de richesse et de partage de richesse dans ce second temps. Politique d'emploi en Haïti, un cadre institutionnel renforcé. Il est dit, selon le Bureau international du travail BIT, il n'existe actuellement aucune stratégie ou politique de l'emploi en Haïti. C'est un handicap lourd. Comment contourner cet handicap? Mettons-nous autour d'une table. Je pense qu'il est important de mettre les différents acteurs. Nous avons aujourd'hui peut-être une opportunité, et ce n'est pas à moi de le dire. On voit tous un processus électoral comme aboutissant à l'émission d'un vote, d'une opinion sur un candidat, une candidate ou un parti qui le représente pour la conduction du pays. Mais c'est avant tout une opportunité de débattre sur le pays qu'on veut, d'un programme, une vision pays. Et c'est à ce moment-là que la jeunesse doit participer et justement parler de ce qu'elle veut, ce qu'elle propose, ce qu'elle pas simplement demande, mais sur ce qu'elle s'engage. Et donc peut-être ce sont ces moments d'opportunité dans lesquels on fera en sorte que les différentes couleurs politiques qui présenteront leur programme de gouvernement ou leur vision pourront aussi parler d'emploi et j'espère que ce sera un sujet qui sera au centre des débats, des discussions et provoquera des réflexions dans tous les sens. Donc voyons aussi ce moment comme un moment pas simplement d'émission, d'émettre un vote, mais avant tout un moment de débat national, de réflexion et de rêver d'un pays qui va de l'avant, qui construit et qui propose à cette jeunesse des opportunités sur lesquelles jeunesse aussi s'engage. Aborder nos problèmes via l'emploi, c'est aborder nos problèmes dans leur globalité, parce qu'une politique d'emploi implique une stratégie globale, une stratégie cohérente, intégrée. C'est également développer une vision qui articule macroéconomie, le secteur productif, la compétence, la protection sociale, le dialogue social pour garantir des emplois un petit peu plus nombreux et plus productifs. Et là, vous avez, et j'ai bien compris l'appel, aux jeunes Haïtiens d'être stratégiques, de créer les instruments de la gouvernance du secteur de l'emploi nécessaire via la prise du pouvoir pour forger l'économie, pour forger le pays selon leurs aspirations. Est-ce une traduction correcte ou incorrecte de vos propos? Je vous retourne avec une question. Si un candidat, dans son programme d'action, ou dans sa proposition programmatique, n'a pas une politique d'emploi, qu'est-ce que vous faites? M'bap votel. Je vote non, m'bap votel. Donc, je pense que vous passez déjà un message aux plusieurs couleurs qui vont se présenter. Venez avec des propositions dans ce domaine. Et je pense que c'est un pas important.
Et là, c'est un pas important, et j'ai bien aimé la structuration du rapport, et nous allons refaire cette conversation si Jean-Daniel n'a pas d'autres questions. C'est la problématique démographique qui est posée, non pas de manière vindicative, mais à considérer la démographie comme une opportunité. C'est l'appel à considérer la jeunesse comme force, comme source de transformation sociale, pas comme un fardeau. C'est de réfléchir tout en ayant l'esprit ouvert, c'est de réfléchir par rapport aux ressources endogènes pour voir comment se projeter, c'est aborder les problèmes structurels liés à l'éducation et à ce maillage, à cette connexion stratégique qu'il faut entre le travail, les besoins pour les connecter et avoir les politiques qui puissent s'inscrire dans une cohérence capable de créer et de la valeur ajoutée et de créer de l'emploi. Et c'est le volet de la gouvernance, le volet de la politique, c'est comment inscrire tout ça dans une stratégie plus globale et plus à long terme. Monsieur Michaud, merci oui pour conversation ça et sous sujet ça, j'espère qu'on pourra aborder d'autres aspects et nous remercions également vos partenaires qui ont contribué à ce travail. Jean-Daniel? Magique 9, un grand plaisir. Nouvelle, sans stress, oui, bien sûr. sous 100.9. Vous allez dire? Oui, et peut-être une dernière parole, et je pense que c'est un peu la motivation de ce rapport. Je pense que c'est une réaction générale que trop souvent, le regard que l'on porte sur Haïti s'arrête aux crises. Et on oublie qu'il y a toute une dynamique qui refuse la fatalité, qui va de l'avant, qui a du succès, qui est convaincu, qui est créative. Et ce rapport met en avant une de ces variables, la jeunesse. Nous croyons que ce pays regorge de potentialités. La jeunesse en est une, naturellement. Et donc, cette motivation est née de cette constatation. Mettons en avant ce qui fonctionne, tout en étant conscient des réalités qu'il faut affronter, mais aussi changeons de discours. Et la jeunesse, aujourd'hui, est un actif. Il faut le mettre en avant, il faut le reconnaître. Et c'est un capital sur lequel il faut investir dès maintenant. Merci un peu. Passons bon la journée. Merci pour l'opportunité. Merci pour le rapport.